Merci d'avoir choisi Canal 3 Monde. Vous êtes aujourd'hui sur le plateau de À nous les idées et nous recevons Monsieur Gaston Kelman qui n'est plus à présenter. C'est un écrivain et je vais commencer par citer un peu sa bibliographie pour tenir informés nos téléspectateurs. Il est l'auteur du best-seller « Je suis noir et je n'aime pas le manioc ». N'est-ce pas? C'est vrai, j'aime pas le manioc. Vous ne l'aimez toujours pas? Il n'y a pas de problème, non, je n'aimerais jamais, non. D'accord. Il m'a traumatisé le manioc. C'est une bonne chose. 2. Au-delà du noir et du blanc, paru en 2005. Parlons enfants de la patrie, en 2007. Les Blancs m'ont refilé un Dieu moribond, en 2007. Et le sujet qui nous tient aujourd'hui à cœur, c'est votre dernier ouvrage, paru en 2008 aux éditions Lattès, Les hirondelles du printemps africain. Gaston Kelman, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous avez été conseiller du ministre de l'Immigration et de l'Intégration. Avez-vous quelque chose à dire sur les raisons de votre passage dans ce ministère? Pourquoi vous y êtes allé et pourquoi vous en êtes sorti? Ben oui, je n'ai aucun regret. Je suis rentré dans ce ministère parce que ça m'intéressait, parce que j'aimais connaître, je voulais connaître la chose de l'intérieur, je voulais savoir comment ça se passe, parce qu'on m'avait ouvert une opportunité de servir ce pays, la France, que j'ai choisi. On m'a demandé si je pouvais parler de l'identité nationale, qui est quand même le thème récurrent de tous mes travaux. Donc je suis allé, et puis après... à un moment donné, ça ne correspondait plus à ce que j'aurais voulu faire et puis je suis parti. Je ne sais pas si ça vous satisfera comme réponse, mais s'il y en a d'autres questions, je prends le joker et j'y reviendrai une autre fois. D'accord. On laisse passer, mais je ne sens pas en vous la déception. Ah non, pas du tout. C'est une expérience que je recommencerai. Mais je veux dire qu'aussi longtemps qu'on me dira, Monsieur Kelman, on vous fait confiance sur tel thème, je ne refuserai jamais d'aller apporter l'expérience et puis peut-être l'expertise qu'on pense que je suis capable de porter. D'accord. Revenons à votre ouvrage, Les hirondelles du printemps africain. Dans ce titre, je pense à un autre printemps, celui de Prague des années 68. Oui. Y aurait-il un lien? Bon, il y a un lien dans la mesure où le printemps, c'est l'espérance, le printemps, c'est le regain, le printemps, c'est le temps où on attend que les choses avancent. Celui de Prague, c'était l'écrasement, c'était la fin d'une ère par une grosse brutalité. Et il n'y a pas de printemps sans hiver. Donc, en Afrique aussi, après le grand hiver, la grosse saison sèche, nous allons vers le printemps de l'émergence des choses auxquelles je crois. Parce que j'ai une foi profonde dans l'avenir des nations africaines. Parce que pour moi, je l'ai toujours dit, la première phrase de ce livre, c'est « L'Afrique n'existe pas et c'est pour cela que je crois en elle ». L'Afrique n'existe pas, c'est pour cela que je crois en elle. Parce que l'Afrique n'existe pas avant les nations, c'est quand les nations seront fortes qu'elles se mettront ensemble pour bâtir une réalité administrative, une réalité économique, une réalité sociologique, une renaissance de l'Afrique. Mais ce n'est pas l'inverse. On a fait une erreur fondamentale à penser qu'on allait décréter une Afrique et qu'après, vaille que vaille, les nations allaient s'y retrouver, les unes prospèrent, les autres bâtardes. Non, ça ne se passe pas comme ça. D'accord. Printemps de Prague, ça me fait penser aussi, c'est une époque de réforme, de nouvelles idées et qui vont être par ailleurs réprimandées par la Russie. Oui. L'Afrique, j'espère qu'on ne passera pas par là, par cette réprimande. Mais ce que vous dites là, que vous croyez en quelque chose parce qu'elle n'existe pas, est-ce que vous pouvez nous éclairer, nos téléspectateurs, pourquoi ils doivent avoir la même foi que vous dans la situation où l'Afrique aujourd'hui se trouve? Comme je le disais, l'Afrique, nos pères se sont battus pour l'indépendance des nations. Oui. C'est vrai. Au Gabon, on s'est battu pour le Gabon. Le Gabon ne s'est jamais battu pour l'Afrique. Au Cameroun, on s'est battu pour le Cameroun. Au Congo, on s'est battu pour le Congo. Kwame Nkrumah s'est battu pour le Ghana. Et puis un jour, les indépendances acquises, on oublie ce devoir fondamental. Parce que Fanon disait, la culture est nationale. Fanon disait, tout est national. La nation est le nouveau fondement des cultures, de l'économie, du développement. On est parti de l'ethnie, comme le monde entier. La France n'avait que ça. La Russie n'avait que ça. L'Allemagne n'avait que ça.
On est parti d'une dimension sociologique, sociétale, qui était l'ethnie, pour une dimension maintenant qui est la nation. La citoyenneté s'inscrit dans la nation. Si on squeeze ce passage obligé de la construction de la nation pour parler de panafricanisme, on repart à zéro. On n'a rien. On oublie la nation. C'est pour cela que je dis que les nations africaines aujourd'hui, l'Afrique du Sud, c'est l'Afrique du Sud. Oui. La démocratie y est implantée. Les pays comme le Mali, le Ghana, les uns et les autres essayent d'asseoir la démocratie. D'autres un peu plus lentement. Donc, je rêve d'une cooptation, d'une Union africaine de cooptation comme l'Union européenne, où sur des critères fondamentaux, oui, la bonne gouvernance, la lutte contre la gabegie, l'éducation pour tous, la sécurité sociale, oui, on dira, bon, vous les avez acquis, on se met ensemble et on aide les autres qui ont des problèmes. Parce que tout le monde rassemble les gens qui sont à peu près au même niveau de comportement et de développement. De comportement, le mot est très important, et de développement. Évidemment, à partir de là, on met des passerelles pour aider tous les autres qui veulent venir et qui ont moins de moyens. Parce que je suis sûr qu'on peut mettre des pipelines pour de l'eau en Afrique. Je suis sûr qu'on peut faire un marché commun où le riz circule, les choses circulent. Mais aujourd'hui, un Camerounais a des difficultés à aller au Gabon, en Centrafrique, etc. Cela. Mais pourquoi cela ne se fait pas? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas, en quelque sorte, ces critères de convergence? Y a-t-il des mots spécifiques, selon vous, avec votre expérience, vos réflexions, qui minent l'Afrique? Oui, bien entendu. Et c'est vrai qu'après, ma jeunesse, et puis la pétulance, et puis, et je veux dire, puis après, on est pressé, on veut voir les choses aller à son rythme. Maintenant, avec l'âge, je me pose un peu plus. Et je faisais par exemple un parallèle. Et la France, après la Révolution, est retournée en barbarie. Oui. On a rétabli l'esclavage, alors que les philosophes nous disaient que le monde est égal. Tout à fait. Alors que là, sous le fronton des édifices, égalité, alors que sur le marbre de la Constitution, c'était égalité, on a trouvé que l'esclavage pouvait revenir en 1802. La France a connu cela, l'Empire est revenu et tout. Les États-Unis ont assassiné les présidents jusqu'à il y a 40 ans. Ils se matraquaient dès qu'on ne voulait pas de vous battre un coup d'État, on vous tuait. Oui. Et vous revenez à cette sagesse, je me dis, l'Afrique aussi, il faut que nous, on soit là à l'aider, parce que c'est notre devoir, mais qu'on comprenne qu'il y a ce que j'appelle la post-colonie. Oui. Tous les peuples qui ont été dominés passent par un temps de difficulté à comprendre que leur destin leur appartient. Oui. À faquer dans je veux dire parfois dans des théories, dans des doctrines du genre panafricanisme, du genre démocratie. Oui. Je pense qu'il n'y a pas un continent au monde où où toutes les devises ou bien tous les partis politiques ont le mot démocratie. Il y a quelque chose sur lequel vous ne parlez pas, c'est que vous dites dans votre livre que l'immigration africaine, la fuite des cerveaux, etc., ont pour cause essentielle le manque de culture. Est-ce bien cela? Non, le manque de structure, pas de culture. De structure. De structure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre pays, il n'y a pas de structure d'accueil. Et contrairement à toutes les envolées lyriques et puis hypocrites, la fuite, il n'y a pas de fuite des cerveaux. Je dis que Cheikh Modibo Diarra aide le Mali quand il est aux États-Unis, plus que s'il était au Mali. Qu'est-ce que vous voulez que Cheikh Modibo Diarra fasse au Mali? Oui. Prenons dans l'autre cas où c'est les pieds qui agissent, mais les cerveaux aussi d'ailleurs. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que Samuel Eto'o joue au Cameroun? Mais quand Samuel Eto'o est à l'extérieur, il n'a jamais oublié le Cameroun. Avec 1 million d'euros par mois, il aide le Cameroun que s'il était à Canon de Yaoundé. L'expérience qu'il acquiert dans les grands clubs. Bon, donc mais ce n'est pas encourager les jeunes Africains, d'autres Africains à suivre le même schéma? Mais oui, évidemment, qu'ils le suivent. Mais ce dont on a besoin dans nos pays, c'est ceux qui meurent en Méditerranée. Oui. C'est la main. C'est les petites mains, comme on les appelle. La Chine a besoin de petites mains. Oui. L'Inde encourage ses savants à partir. Tout à fait. Parce qu'aux États-Unis, ils ramènent la technologie. Oui. Au Cameroun, on vit bien avec 200 euros. On vit mieux avec 200 euros qu'un smicard en France. Tout à fait, c'est une question de niveau. Alors imaginez donc, bien entendu, une usine qu'on mettrait au Cameroun avec les employés payés à 200 euros n'a pas besoin de mathématiciens qui vont nous fabriquer des fusées. C'est ça qu'il faut qu'on conquiert aujourd'hui. Et le temps est venu, comme je l'ai dit dans ce livre, pour qu'on comprenne que la mondialisation, c'est le bonheur du tiers-monde. Voilà, donc on sort de ces angoisses, on nous a balkanisés, on nous a fait ceci, les Blancs nous ont... Qu'on sorte, comme le disait, évidemment ça c'est très important, comme le disait le président Bongo dernièrement, il disait, cessons
de culpabiliser l'autre. Tout est entre nous mais maintenant. Et je rêve justement que ces hirondelles, cette deuxième vague de présidents est en train d'arriver qui dit c'est notre problème. J'en ai rencontré beaucoup qui me le disaient, arrêtons d'accuser le passé, occupons-nous de nos affaires. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire en citant une partie de votre livre et je vais la lire à nos téléspectateurs. Vous dites que le salut de l'Afrique viendra de la capacité de ces nations à sortir de la vision romantique d'une unité de destin appuyée sur une unité colorielle plus ou moins absolue. Le jour où une ou plusieurs nations réussiront leur développement, c'est ce que vous dites, alors tombera le mythe de la malédiction et de l'unité de destin. Dans nous, les idées, nous faisons découvrir les idées à nos téléspectateurs. Le but, c'est qu'ils s'approprient la substantifique morale de ce que vous avez écrit et de ce que vous avez à leur dire. Je vous laisse le mot de la fin. Bien, évidemment, c'est le bonheur que l'Afrique devienne un rassemblement de nations assez puissantes pour qu'ensemble, nous allions à la rencontre de l'autre. C'est tout le malheur que je peux souhaiter à mes enfants. Je vous remercie. C'est moi. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, la suite de nos programmes.